Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Zoom. Je reçois aujourd'hui François Grudet. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez nous présenter votre dernier ouvrage, Biogate. Je le dis avec l'accent anglais parce que je suis très douée pour parler anglais. En principe, les téléspectateurs le savent. Avec un sous-titre, Pour en finir avec l'utopie du bio. C'est aux éditions Mareuil Éditions. Alors pour commencer, François Grudet, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes agriculteur, ingénieur, inventeur, on le dira tout à l'heure, vous avez déposé plein de brevets, et vous venez aussi d'une famille où votre papa était agriculteur. Absolument, de père en fils et de grand-père en arrière-grand-père, agriculteur. C'était plutôt des agriculteurs-cultivateurs, c'est-à-dire généralement ils louaient leurs terres à des propriétaires et puis ils cultivaient. J'ai eu la chance de naître dans ce milieu. Très vite, pour des raisons de famille, parce que nous étions nombreux, nous étions 5 enfants, nous avons été citadins à partir de 6-7 ans. Et tout en étant citadin, mon père a continué à être agriculteur à 40 km d'Orléans. Et puis, la vie était très simple. Souvent le dimanche et pendant toutes les vacances, j'étais à la ferme, aider mon père. Et j'ai pris goût. J'ai passé mes humanités à Orléans, puis après à Saintes, où j'ai passé un diplôme de technicien agricole. Et j'ai démarré contremaître d'une exploitation de mon père qu'il venait d'acheter, parce qu'il était donc fermier en Beauce, et il avait acheté une propriété dans les Landes. Dans les Landes, près de Mont-de-Marsan. Et là, j'ai découvert les Landes, et puis les grands espaces. À un moment, je voulais partir aux États-Unis, on me demandait ce que je voulais faire. J'ai dit non, je vais partir aux États-Unis, en Australie, ou je sais pas. Mais je voulais cultiver sur de très grands espaces. Avec l'accord, bien sûr, de mon père, parce que moi, je n'avais pas le premier centime. Et il a cédé, en l'espace de quelques mois, sa ferme en Beauce. Et ensuite, nous avons... il a tout investi dans l'achat de terres qui avaient été brûlées dans les incendies, les grands incendies du Sud-Ouest dans les Landes en 1952, et où rien ne repoussait. Et on a acheté cette terre, bien sûr, à bon prix. Et on a démarré une exploitation qui arrivait à faire 800 hectares pour la famille, où j'avais, sur 4 sœurs, j'avais 3 sœurs associées avec moi. Quelle image avez-vous à ce moment du travail de votre père? Est-ce que vous avez l'impression... Mon père a toujours été, de toute manière, un précurseur. Précurseur dès les années 52 ou 53, où il a découvert de l'eau en Beauce, en créant un puits suite à un forage fait par la commune pour alimenter un château d'eau. Mais il a dit, mais c'est pas possible, il y a de l'eau aussi ici. Alors il tombe sur de l'eau, beaucoup d'eau. Et là, il a commencé à arroser avec des asperceurs ses cultures, parce que la ferme, c'était plein de cailloux. On l'appelait la ferme des chardons et de cailloux. C'est pas très vendeur, hein. Et oui, alors, et ses rendements ont été multipliés par 3, 4, 5, parce qu'avant, il récoltait pas sur ces cailloux, et là, il récoltait. Donc, si vous voulez, en arrosage, il a été vraiment un précurseur Beauceron. Ensuite, dans 1961, il a importé, la ferme, il était toujours fermier sur cette ferme de 200 hectares, et l'EDF voulait couper l'exploitation en deux avec une ligne haute tension. Et il dit, moi je ne veux pas de ligne haute tension au milieu de la propriété. C'était avant les éoliennes. C'était avant les éoliennes, avant c'était EDF. Peut-être, oui. C'était déjà EDF, mais c'était les lignes haute tension. Ça fait plus de bruit. Ouais. Et alors, il se trouve que le hasard a fait que, comme il arrosait, il avait affaire à des gens qui étaient dans l'arrosage, et un directeur d'une grosse entreprise, Gemont, qui revenait des États-Unis, du Nebraska à Omaha,
où ils avaient découvert d'un appareil circulaire qui arrosait 50 hectares, 60 hectares d'un seul coup, en rond, un cercle de 40, 50 hectares. Lorsqu'il a vu ça, il dit, mais si je mets ça au milieu de la propriété 2 fois, et l'EDF ne peut plus passer. Alors il a commandé, il a dit, il me faut ça, et c'est comme ça qu'il a enrayé l'histoire de l'EDF. L'histoire de l'EDF, mais il était aussi le premier en Europe à avoir importé ces appareils. Bien sûr. C'était en 61, à peu près. Donc il était vraiment précurseur, et il était tourné vers la modernité. Il a toujours été précurseur. Et puis lorsque j'ai eu l'idée en 69 de défricher, alors là, ça fait il pour tout le monde. Il dit, on va faire des ronds dans les bois qui sont brûlés. On va faire que des ronds. Et alors expliquez-nous. Et c'est comme ça que je suis venu à la culture en rond. On a du mal à se rendre compte, en fait, c'est pas du tout pour dévaloriser cette innovation, mais on a du mal à se rendre compte de pourquoi c'est tellement révolutionnaire, en fait, dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'avec tout le cadastre français et les remembrements qui ont été faits, faire des ronds dans les champs, ou alors à moins qu'ils soient petits, ou que ce soit le même propriétaire qui mette un arroseur circulaire, il ne peut pas forcément cultiver en rond. Bien sûr. Ou il ne va pas cultiver en rond, il va mettre un appareil d'arrosage. Voilà. Tandis que là, on le faisait un rond de 150 hectares de diamètre. Ça faisait, enfin, le diamètre faisait 1,4 km à peu près. C'est incroyable. 1,4 km. Et ça faisait 150 hectares. On a démarré avec 3 ronds comme ça. Et 700 mètres, c'était dans les Landes. Donc, dans un terrain très marécageux. Il fallait descendre la nappe, casser la sous-couche, etc. pour pouvoir faire descendre l'eau. Mais pour faire descendre l'eau, il fallait des fossés. Des fossés tous les 200 mètres, comme ils faisaient dans les Landes, comme tous les pionniers landais qui sont venus expatriés du Maroc au moment de l'indépendance du Maroc, dans les années 55, 57, 57 je crois. Bon, ces gens-là, beaucoup de personnes se sont installées dans les Landes sur des fermes, et sur ce sable, ils ont été obligés de casser la couche et descendre l'eau. Donc, il fallait garder ces principes avec les ronds. En gardant ces principes avec les ronds, on s'est heurté à pas mal de choses. Bon, sur un rond, heureusement que le terrain était très plat, qu'il y avait très peu. Et au plus bas de la pente, on démarrait un fossé circulaire qui ramassait tout l'eau en rond. Mais comme il y avait 1,4 km de diamètre, alors tous les 200 mètres, on a remis un fossé circulaire. C'est bien qu'on avait 3 fossés intérieurs circulaires. Donc, après, une fois qu'on avait fait ça, c'était les parcelles étaient des anneaux circulaires. Comment travailler là-dessus? Eh bien, on démarrait sur le bord d'un fossé, on le suivait, on revenait, on se décalait à ce moment-là. Et c'est là qu'on a commencé la culture en spirale. Bien sûr. Et en rond et en spirale. Et alors c'est à ce moment-là qu'on vient vous chercher en vous proposant un projet un peu... ça c'est autre chose, oui. Alors bon, c'est autre chose. Le gouvernement français avait une très grosse société qui s'appelait, oui, la SATEC, la Société de Technique et de Communication. Et cette société, qui était managée par 4 ministères, dont le ministère de l'Agriculture, des Affaires étrangères, etc., la Finance, et la Caisse de dépôt aussi. Et alors, ces gens c'était une société qui avait été faite du temps de Gaulle pour accompagner l'indépendance des pays qui étaient colonisés. Bien sûr. Et dans le domaine agricole. C'est-à-dire que c'est une société qui avait beaucoup d'argent. Et le directeur, M. Bourg, de cette société à l'époque, en 1980, mettons, 78-80, ce M. Bourg
était aussi le président de l'INRA, de l'Institut national de recherche agronomique. Et il fait un appel d'offres. Les Espagnols, les Français, j'en oublie un, je sais plus qui, mais oui, oui. Il y avait quatre personnes. Et 16 qui demandaient aux Libyens, c'était un projet en Libye de cultiver 9000 hectares de blé. Avec une centaine de pivots, quoi, à peu près. Une centaine d'appareils comme ça. Et d'appareils circulaires. Et puis, l'enveloppe française était à 1 milliard, alors que les États-Unis étaient à peu près à 500-600 millions. Et M. Bourg se met en colère à Paris, au 150 de l'université à côté de l'Assemblée. Il se met en colère, il dit en France, on ne connaît pas la technique américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Il envoie un message à tous les directeurs régionaux de l'agriculture. Et il y en a un qui répond à Bordeaux, ah si, nous on a un fou qui tourne en rond. Je crois que le fou c'était vous. Voilà. Et alors c'est comme ça. Et alors ils sont venus avec un quart de 50 personnes où le moins diplômé était d'une école régionale d'agriculture. D'accord. Alors polytechnicien, les ponts et chaussées, tout ça, enfin bref. Et puis je les ai accueillis, on a discuté longuement. Dans le hangar, moi j'avais mes bottes, ils étaient en chaussures de ville et tout. On a discuté, puis je leur ai dit, je vois que vous ne connaissez pas tellement cette technique. Ce qu'on appelle un euphémisme. Si vous voulez, je veux bien je veux bien vous aider, devenir consultant. À partir de là, ils sont partis, ils m'ont dit, ben peut-être, on verra ça. Ils sont partis, puis mais moi, un mois après, je me dis, mais quand même, si je suis consultant, il me faut que j'ai un chef de culture, il faut que je parle anglais. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé un jeune qui venait en vacances à Biscarrosse, qui était anglais et qui cherchait du travail. Je l'ai pris de 7h du matin à 8h du soir. Il était avec moi dans la voiture pendant 2 mois pour que j'apprenne l'anglais. Et ensuite, à la fin du mois d'août, je suis convoqué par... et puis j'ai pris aussi un chef de culture, d'ailleurs un ingénieur agricole d'une école de Lille. Et puis la suite a été très rapide. Je reçois un coup de fil fin août. Alors j'avais rien. Monsieur Grudet, est-ce que vous pouvez être demain à Paris? Je dis oui. Il me dit, est-ce que vous avez un passeport? Il croyait que j'étais jamais sorti, bien sûr. Évidemment. de mon bled. Je dis oui, mais écoutez, vous montez, il faut qu'on demande un visa, si vous êtes d'accord, etc. Et c'est comme ça que je me suis mis sur l'affaire de Libye. De suite, j'ai monté un cabinet de conseil international. Ils m'ont fait mettre expert international en agriculture. Et puis voilà. Et je recevais mes honoraires dessus. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi comme ça. Alors la première année a été une année de négociation avec les Libyens avant de gagner le contrat. Avant de gagner le contrat. Alors, comme ils n'y connaissaient rien, c'est moi qui avais fait toute l'engineering du projet. Ça allait de la charrue, du nombre de personnes, de la cantine, du couchage, en fait tout. Toute la logistique. Aussi du stockage des grains, etc. Du transport, etc. J'aurais remis ça fin septembre, en 1 mois, je sais pas si vous voyez. J'ai remis ça en fin septembre de l'année de 78. Et après avoir été sur le terrain début septembre. Et puis, on redémarre à négocier avec tout le monde, avec les Libyens. Kadhafi, j'ai négocié avec lui aussi. Et puis, il se trouve que nous avons gagné l'appel d'offres au mois de janvier à peu près de l'année suivante. Donc ça a mis 3-4 mois. Et on a gagné l'appel d'offres. Et là, on était moins 10 ans des Américains. Ah bah, et c'est comme ça que la France a eu le projet de Libye. Et c'est comme ça que vous avez fait finalement reculer le désert libyen. Alors, façon de parler, parce que vous savez, lorsque vous savez qu'entre Benghazi et la frontière du Tchad, vous avez 1000 kilomètres,
et que sur ces 1000, c'est le désert. Faire oui, reculer, le désert. Ça a été une très grosse expérience, même scientifique. Et sincèrement, ça a fait avancer beaucoup de choses, ça c'est sûr. Alors, si vous voulez bien, François Grudet, j'aimerais bien qu'on passe à la deuxième grosse partie de cet entretien, Biogate, donc l'agriculture biologique. On l'a vu, François Grudet, à l'instar de votre papa, vous êtes résolument tourné vers l'innovation, vers le progrès, vers l'idée de faire avancer les choses dans l'agriculture. Quand cet essor de l'agriculture biologique est né, notamment dans notre pays, en France, quel regard avez-vous porté là-dessus? Est-ce que vous avez vu ça, un progrès, un retour en arrière ou déjà une utopie irréalisable? Dès le départ, j'ai connu l'agriculture biologique tout début des années 70. Pour moi, l'agriculture biologique, c'était très respectable. Ça m'intéressait beaucoup. Et puis, mais j'étais parti sur d'autres cieux, entre guillemets. Bien sûr. Et puis, j'approfondissais aussi l'agriculture raisonnée, qui étaient des techniques tout à fait nouvelles à cette époque-là, parce que tout le monde était dans l'agriculture intensive, derrière la guerre et tout ça, mon père aussi. Mais mon père était déjà quelqu'un qui faisait très attention à tout. Je vais vous donner simplement un exemple. Étant tout petit, lorsqu'il faisait un traitement sur des maladies ou tout ça, sur une culture, eh bien, les gens avaient leur combinaison, leur masque, dans les années 50. Alors, le gars qui a gagné contre Monsanto pour le glyphosate, il est tombé dedans. Il en a bu. C'est pas possible, ça n'arrive pas, ces choses-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il sera ravi de vous entendre, j'imagine. Mais c'est vrai. Il y a des choses minimum à respecter et à faire. C'est tout. Et nous, on était comme ça. Et... Mais si je peux me permettre, il y a quand même un paradoxe entre ce que vous expliquez, c'est-à-dire la nécessité de prendre beaucoup de précautions lorsqu'on manie ces produits, et en même temps se dire, bah oui, mais bon, on peut quand même les mettre sur ce qui va devenir un aliment. Ah non, ça n'a rien à voir, madame. Ça n'a rien à voir. Parce que ces produits chimiques, lorsque vous les mettez sur des hectares. C'est des tonnes. Bon, c'est exactement comme si on vous donne une bouteille d'aspirine en liquide, et puis que vous dites, tiens, je vais en boire un coup. Alors là, vous vous êtes injecté 20 aspirines. Ça doit détendre. Vous allez mourir. Vous comprenez ce que... Tandis que si vous prenez un aspirine, ou si vous obéissez votre docteur dans le traitement, dès l'instant que c'est un traitement à la fois préventif tout en étant curatif. Là, mais il n'y a pas de problème. Vous prenez votre aspirine, vous prenez votre antibiotique. Un mois après, si vous êtes guéri 8 jours après, un mois après, on fait les analyses et vous n'avez plus rien dans le corps. Tout est digéré. Et vous êtes guéri. Et vous êtes guéri. Pour ce qui concerne les plantes, admettons, mais pour la Terre. C'est exactement. Les plantes sont des êtres vivants. Et la Terre? Les plantes sont des êtres vivants. J'entends, monsieur, mais la Terre, elle a bien reçu. La Terre est presque un être vivant, parce que c'est le support des vers de terre, c'est le support de tout. Bien sûr. Alors moi, je vais vous dire, si vous ne voulez pas qu'il y ait de résidus dans la Terre, eh bien, il faut faire la méthode que je fais. C'est-à-dire apporter, en faisant très attention que votre appareil est bien réglé, le minimum qu'il faut pour pouvoir guérir ou nettoyer tout ce que vous voulez, les plantes. Quand vous dites... Vous le voyez aujourd'hui. Ah, tiens, il y a quand même 2-3 pucerons là maintenant. Vous revenez 2 jours après, il y en a plus 3, il y en a 6. Et si vous revenez 15 jours après, tout est noir. Bien sûr. Bon. Alors le bio, qu'est-ce qu'il fait? Et on va... Ah, il y a des pucerons. On va passer là, ce que l'on a, là, avec la corne de vache, ce que vous voulez, là. Et puis ça fait rien. Et puis ils attendent. Ils attendent, puis lorsque c'est trop noir, ben là, comme ils ont le droit, si c'est nécessaire, comme c'est dans les textes de la communauté européenne, ils mettent un insecticide
à forte dose. Tandis que moi, dans ma méthode, j'ai repéré ça. Là, je mets le 10e de ce qu'ils mettent. Et la plante, elle a le temps de digérer. Tandis que là, elle reçoit un coup de fouet. Et puis, bon, bien sûr, il n'y a plus de pucerons. Mais il y en a, la plante, ce sont des êtres vivants. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Vous avez soulevé un point très intéressant. Vous avez fait référence à l'Union européenne, à Bruxelles. Est-ce que, justement, vous pensez qu'il y a une incidence néfaste de Bruxelles dans cette question? Bien sûr. Oui, mais est-ce que c'est la seule? Est-ce que, pour faire simple, ma question, pensez-vous que si la France était en dehors de l'Union européenne et qu'elle avait un label agriculture biologique, on n'en serait pas là? Non, ça serait peut-être pire parce que les Français ont toujours une manie de faire des restrictions plus importantes que ce que l'Europe fait. Alors, si bien que à l'heure actuelle, dans l'Union européenne, il y a des produits qui sont permis dans toute l'Europe qui sont interdits en France. Si bien que les agriculteurs ont plus de mal à produire que les autres. Mais ça, si je peux me permettre, c'est une question de marché, d'économie. Non, c'est une question de réglementation. Oui, bien sûr, mais c'est pas une question du coup de vertu dans l'agriculture. Parce que tout à l'heure, vous m'expliquiez que le problème du bio, c'est qu'ils avaient quand même le droit d'utiliser des produits chimiques. Si la France les limite davantage, on pourrait s'en féliciter. S'il y a un problème, si c'est nécessaire, la communauté européenne permet d'utiliser tous les produits qui sont sur le marché. Mais ça, du coup, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Il faudrait l'interdire complètement pour que ce soit du vrai bio. Non, je ne veux pas juger. Je n'ai jamais voulu juger le bio, si ce n'est que j'étais entièrement d'accord avec le bio, toujours, de toute ma vie, comme quoi les produits bio étaient exempts de produits chimiques de synthèse. Parce que je me dis, c'est vrai, bon, là, on ne sait pas trop, bon, allez. Dans le doute, abstiens-toi. C'est formidable. Bien sûr. C'est formidable. La formule est formidable et j'y crois. Moi, de mon côté, je mettais des produits chimiques de synthèse. Mais qu'est-ce que je faisais? J'analysais derrière, plus loin à la récolte. Et je n'ai jamais trouvé de résidus aussi. Donc, si vous voulez, la photosynthèse était suffisante pour écarter l'ensemble. Bon, très bien. Par contre, je savais que j'avais des problèmes. Comment ça? Ben, tout simplement, comme on exportait à peu près 20-25 000 tonnes, c'était quand même pas une paille, en Angleterre, beaucoup en Angleterre, à toutes ces grandes surfaces, Marks & Spencer, Asda, Sainsbury, etc., etc. Et les agriculteurs anglais, par rapport à leurs carottes, on arrivait en gros à 1 mois et demi avant eux, en primeur. Si bien qu'eux, il leur restait des milliers de tonnes de carottes, de vieilles carottes de conservation d'hiver, qu'ils ne vendaient pas parce qu'elles avaient plus de goût. Tandis que nous, on arrivait avec des carottes toutes fraîches, toutes belles, qui avaient du goût. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, tous les camions étaient passés au crible et ils faisaient des analyses pour essayer de nous empêcher d'exporter. Alors on a connu ça sur la Suisse, on a connu ça sur l'Allemagne, on a connu ça sur la Belgique aussi. Tous les pays un peu nordistes où on arrivait avant. Comme on exportait beaucoup, on était toujours en... Mais on n'a jamais eu un test positif dans le domaine. Et alors, ce qui veut dire que je faisais de la culture raisonnée, exempt de produits chimiques de synthèse. Mais est-ce que vous croyez que tous les agriculteurs ont toujours été aussi vertueux que vous l'avez été? Non, moi ça ne me regarde pas. Un agriculteur est indépendant. Moi, ce que je faisais, c'est une chose. C'est une chose. Je n'ai jamais voulu imposer ma technique aux autres. Peut-être maintenant, en lisant mon livre, on va le croire. Oui, on peut le croire. Parce que vraiment, c'est dommage et c'est du gâchis. Et quand vous voyez aujourd'hui, puisque on l'a dit pour commencer cette émission, votre papa était agriculteur, vos grands-parents, enfin votre grand-père était agriculteur, etc., etc., etc. Quand vous regardez aujourd'hui la situation des paysans en France, des agriculteurs en France, qu'est-ce que ça vous fait? Un problème. Un problème, si vous voulez. Tous les chiffres le disent, vous savez très bien qu'il y a plus de la moitié des agriculteurs, ils n'ont même pas 600 € par mois.
Mais le tout en travaillant des dizaines d'heures. Mais c'est impensable. Hein. Vous avez je sais pas, un migrant qui arrive, il a 2000 euros en moyenne. Un Français qui a travaillé toute sa vie, c'est 600 euros. Moi, je sais pas, je sais pas. Je ne suis pas du tout de droite. Je n'ai jamais fait de politique. On a voulu que j'en fasse. Je n'ai jamais. Je ne suis pas de droite, de gauche. Moi, j'ai les pieds sur terre. Et j'estime que lorsqu'on est élu, on doit s'occuper de tout le monde avec les mêmes conditions. Voilà. Alors, ça, les agriculteurs. Les agriculteurs, 50% des agriculteurs ont disparu déjà en peu de temps. Sur ces 50% qui restent, ils sont au nombre de 400 000, on est au nombre de 400 000, je crois, à peu près. On peut dire qu'il y en a la moitié, donc, qui sont dans le seuil de pauvreté. Vous savez, un agriculteur, il aime sa terre. Un agriculteur, rien ne peut remplacer le métier d'agriculteur lorsque vous aimez ça. Pourquoi? Parce que vous êtes près de la nature. Comme je dis, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Hein? Nature nisi parendo non imperator. C'est vrai. Lorsque vous êtes proche de la nature, que vous vivez avec elle, ça, le type qui est à la Défense, n'importe où, non mais là, il est out, il sait même pas de ce qu'on parle. Mais parce que la nature, il n'y a pas que les plantes, il y a les animaux, il y a les oiseaux, il y a tout. Mais c'est extraordinaire. Le tout, c'est de la décrypter, d'essayer de la comprendre. Puis lorsque vous voulez faire quelque chose, eh bien, elle vous dira exactement ce qu'il faut faire. Voilà ma devise. Vous voyez, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. La nature, un professeur, finalement. Bien sûr. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu un ingénieur agro gagner de l'argent en tant que cultivateur ou agriculteur. Vous comprenez? Parce qu'il sait tout en sortant. On lui a dit qu'il savait tout. Bien sûr. Alors il arrive, de quoi la nature? Non mais attendez, moi je sais comment elle fonctionne. C'est lui qui voulait vous expliquer. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, François Grudet. Je rappelle le nom de votre livre, Biogate, pour en finir avec l'utopie du bio. C'est aux éditions Mareuil Éditions. Et bien sûr, je ne sais plus si je l'ai dit au début de cette émission, mais c'est disponible sur le site de TV Liberté, tvliberté.com. J'ai un site internet. Hein. Alors, dites-nous tout. Alors, j'ai un site internet qui s'appelle Biogate News. Vous pouvez y aller en tapant biogate.fr. Biogate.fr, voilà. Eh ben, c'est noté pour tout le monde. Merci à tous. N'oubliez pas, si cette émission vous a plu, de la commenter, de la partager et de cliquer sur le petit pouce en l'air. À bientôt.